Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce vendredi 16 février de l'an 2018. Nous recevons pour vous, comme à la coutume, Firmin Teko Agbo pour décrypter les grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays et de l'étranger avec nous. Firmin Teko Agbo, bonjour. Bonjour Iligoka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter notre invitation, accepter collaborer avec la rédaction de la Super Radio Métropolis Lomé. Firmin Teko Agbo, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du débat, permettez donc que nous puissions découvrir la une de certains journaux parus ce jour et qui nous sont parvenus également. Eh bien, dialogue politique, écrit le Canard indépendant, les préparatifs entourés de discrétion. Solution à la crise togolaise, les vérités de Monseigneur Podjoro à la classe politique. Vous pouvez également lire dans ce journal politique, le grand rapport des FAT, une réplique à la problématique de la participation ou non de la grande muette au débat. C'est une interrogation à lire à la page du journal Le Canard indépendant. Toujours dans ce journal, lisez donc Santé, le petit cola, un produit à consommer avec modération. Nîmes, montée en puissance d'une pépite togolaise, c'est à lire à la page 7. Économie, réduire la dette publique à tout prix, à lire à la page 4. Éthique et éducation, Zovu, une plateforme au service de l'éducation. Togo Matin de Dieudonné Korokina écrit nationalité, citoyenneté, droits et devoirs. C'est à lire donc aux pages 6 et 7. Dialogue politique, dialogue inter-togolais, démarrage des travaux préparatoires sur une note de progrès et d'optimisme. À lire à la page 3. Évangile selon Saint Podjoro, c'est à lire, c'est donc l'édito du journal à lire à la page 3. Ticket éducation, le journal en parle également, la plateforme Zovu pour rendre le cursus scolaire plus agréable. Étranger, Afrique du Sud, succession de Zuma, Ramaphosa investi président. Togo réveil de Germain Pouli écrit séminaire international sur la gestion des comptes cotisants et des comptes individuels vers une gestion plus performante des organismes de prévoyance sociale de la zone Cyprès. Comme en 1991, écrit le journal, Monseigneur Podjoro apporte sa pierre à la complication de la situation politique. Écrit donc Togo réveil aux pages 2 et 7. Vous pouvez également lire dans ce journal bientôt une maison de l'étudiant à l'université de Lomé. Dans ce journal, lisez donc l'interview du professeur Doji Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. L'éveil de la nation, pour finir avec la une des journaux, écrit dialogue inter-togolais des travaux préparatoires depuis hier, le vif du sujet dès lundi prochain. Vous pouvez également lire dans ce journal proposition de sortie de crise, Monseigneur Podjoro en rajoute à la polémique. Rencontre d'échange entre l'OTR et la Chambre nationale des notaires, la modification de la loi de finances gestion 2018 passée au peigne fin. Rapport du REJAD et du RAIDH IDHS sur une prétendue violation massive des droits de l'homme au Togo quand des organisations en quête de crédibilité versent dans du faux et usage de faux. Vive réaction du gouvernement à lire à la page 4. Résolution de la crise socio-politique au Togo. Le CJD rappelle le rôle et la responsabilité des organisations de la société civile à lire à la page 5. Voilà, Firmin, ce que nous pourrons donc lire à la une des journaux parus ce matin et bien sûr les journaux qui nous sont parvenus ici à la rédaction de la Super Radio Métropolis Lomé. Firmin Teko Agbo. Tous les journaux en parlent, la presse togolaise en parle abondamment. Le démarrage des travaux préparatoires du dialogue inter-togolais, le 27e d'ailleurs. Et ce dialogue, les travaux préparatoires ont démarré donc hier, je le disais. Et ce dialogue donc, qui a démarré, dont les travaux ont démarré hier, beaucoup de journaux parlent d'une note d'optimisme, de progrès affiché déjà. Oui, c'est ce que
plusieurs confrères ont écrit. Si on peut parler d'optimisme, si on peut parler de progrès, je pense que c'est une bonne chose pour le Togo. Vous savez, quand nous allons compter maintenant, depuis 1991 à 2018, ça fait 27 ans. Et quand vous voyez, nous sommes déjà au 27e dialogue. Ça veut dire... en moyenne, un dialogue par an. Un dialogue par an. Ça veut dire les Togolais... On dialogue. On dialogue. Chaque année, ils dialoguent. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça veut dire que les Togolais peuvent toujours se retrouver ensemble. Aussi profonde soit leur divergence, ils y arrivent et ils réussissent toujours à se mettre ensemble pour pouvoir discuter des questions vitales. C'est d'ailleurs la politique, c'est d'ailleurs le principe de la politique. C'est le principe la politique, le vivre en société, le vivre ensemble nous impose donc du dialogue. Du dialogue, donc on peut toujours dialoguer. Vous savez, en 1991, les Togolais se sont retrouvés et c'est ce que nous appelons toujours la conférence nationale. Quand vous voyez tout le rapport de la conférence nationale, le rapport parle de la refondation de la société togolaise. C'est ça. Parce que toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches sociopolitiques s'étaient retrouvées et ont parlé du Togo. On n'avait pas juste parlé du régime Meya Dema, on a parlé du Togo. On a parlé du Togo de demain, en fait, que nous vivons aujourd'hui. Ça parlait des réformes profondes. Des réformes profondes. Qui engagent l'avenir du pays. Qui engagent l'avenir du pays. Élections locales, décentralisation, le système éducatif, système de la santé. Ils ont parlé de tout. Ce rapport parle du Togo profond, en fait. Si on pouvait tenir compte de ce rapport et le mettre en pratique, je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Oui. Mais ces tests-là sont où? Ces tests-là sont là. Ces tests-là sont là. Le président de la République a connaissance de ces tests. C'est lui le président. Son papa a eu ce test. Lui aussi, il doit l'avoir également. Les opposants, la société civile, eux tous, ils ont ce test-là. Regardez, des années plus tard, on se retrouve au Burkina Faso. Après, on se retrouve à Lomé un dimanche, 20 août 2006. Et on prend encore un nouveau test qui va diriger la vie du Togo. Ce test-là, on l'appelle APG. En 2016, l'atelier a été ouvert le 11 juin. Le H-Crown a rassemblé presque toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches socio-politiques, sauf à l'époque le CAP 2015, ainsi que les compagnies qui n'y étaient pas. Mais l'armée était là. L'armée était là. L'armée, la société civile était là. Les partis politiques étaient là. Les journalistes étaient là. Tout le monde presque était là. Et au sorti, on a eu les conclusions du H-Crown. Et quand vous lisez ces tests qui ont été remis au chef de l'État. Ce test aussi parle du Togo profond, la refondation de la société togolaise. Ces tests sont là. Aujourd'hui, en 2018... Bien avant 2018, Firmin, vous oubliez donc qu'il a été mis en place la commission des réformes qui a été mise en place, dont les membres ont sillonné toute l'étendue du territoire national. Et quand vous lisez, dans les polices, quand vous lisez ce rapport de la commission... Et ce rapport n'a pas encore été publié. Ce rapport n'a pas été encore publié, mais ce rapport... Selon des indiscrétions. Selon des indiscrétions, mais fait un travail excellent, un travail profond, qui cadre avec toutes les réalités du Togo, politique, société et autres. Ce travail ne vient pas juste parler de la dévolution du pouvoir, mais des Togolais, de leur réalité, de leur passé, de leur présent et de leur avenir. Ces tests sont là. Et aujourd'hui, on va encore à un dialogue. De quoi allons-nous encore parler? Du Togo. Du Togo. Moi, ce que je voudrais, si on parle déjà d'optimisme, ce que je souhaiterais, c'est que tous ces tests-là, je ne voudrais pas oublier le CPDC. Rénover le cadre permanent de dialogue et de concertation
2011, 2012. A également produit un test extraordinaire. Nous avons assisté, nous avons couvert. Ces rencontres se tenaient tous les jeudis. Si j'ai bonne mémoire, tous les jeudis. À la primature. Donc ces tests-là sont là. Mais si on va encore dialoguer aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien de nouveau à proposer. Des choses ont été déjà proposées. Il va falloir juste que les acteurs, les protagonistes, tous les partis politiques qui prendront part, la société civile, tous ceux-là qui prendront part à cette rencontre, ce 27e dialogue, qu'ils versent tous ces tests-là au débat et qu'on harmonise au nom du Togo, ni au nom du pouvoir, ni au nom de l'opposition, mais au nom du Togo. Comment nous allons construire le Togo de demain? Ça doit être la question fondamentale qui devrait être sur toutes les lèvres. Qu'au dialogue, qu'on ne parle plus opposition ni pouvoir, qu'on parle du Togo, mais que les acteurs qui se retrouveront à cette table-là ne viennent pas avec l'intention de gagner ou de perdre. Qui ne viennent pas avec l'intention de nous avons promis ceci à la population, il faut qu'on aille leur dire que oui, c'est ce que nous avons obtenu. Non. Mais Firmin, c'est également l'autre problème ou l'autre souci. Quand par exemple on sait qu'aujourd'hui les réclamations de la coalition 14 qui se réclame être le porte-parole de ces réclamations, eh bien on sait que c'est ce que réclame aujourd'hui la rue et que porte la C14, c'est le retour à la Constitution de 1992 et qui va avec ses conséquences qui sans doute vont amener le chef de l'État Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir. Monsieur Oka, je pense que vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas trop bien. Nous allons aller doucement. Allez-y. Vous savez, quand la coalition y va déjà avec l'intention d'être satisfaite, le jeu est faussé. Non. Que la coalition aille avec l'intention que le Togo y gagne. Avec l'intention que le Togo y gagne. Pas avec l'intention que la coalition a des comptes à rendre à la base pour dire oui, nous avons été au dialogue, nous les avons battus, voici, nous avons été voici. Non. Ça va encore crisper l'atmosphère. Si la coalition y va avec l'intention que le pouvoir leur laisse la Constitution de 1992 et que cela n'arrivait pas à être opéré, ça va être compliqué. L'autre chose, si la coalition y va avec la Constitution de 1992, le pouvoir est déjà braqué. Parce que le pouvoir est là. Je ne veux pas trop parler du pouvoir ce matin, mais le pouvoir est là. Quand vous venez au dialogue et vous venez à l'intention que moi je démissionne ou que moi je vous promette que moi je ne vais plus me présenter de nouveau en 2020, mais le jeu est faussé. Le jeu est faussé. Que la coalition se départisse de cet esprit-là et qu'elle aille au dialogue avec l'intention que le Togo y gagnerait. De quoi vous diront que c'est trahir donc le peuple? Non, qu'est-ce que le peuple veut? Monsieur Gouka, c'est la Constitution de 92. Si on fait écouter, on a eu la Constitution de 1992 dans ce pays. Jusqu'en 2002, ça a changé quoi fondamentalement dans la vie de ce pays? Ça a changé quoi? Et le mandat a été limité. Le mandat a été limité, mais est-ce qu'il y a des mandats? En aucun cas, le bout de phrase existait bel et bien. Oui, est-ce que... Pourtant, Gnassingbé Yadema a gagné les élections de 1998. La coalition dit quoi? 2003. La coalition a eu la Constitution de 1992, version originelle, a existé, a eu au moins 10 ans d'existence. Ça a changé quoi fondamentalement dans la vie de ce pays? Au contraire, la coopération avec l'Union européenne, ça a coupé, ça a été rompu. Il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de bailleurs qui ont fui le Togo. Avec la Constitution, on a gagné quoi? Pourquoi? Parce que tout était braqué. On était braqué. Chacun avait sa position. Avec la Constitution de 92. Si on revient à la Constitution de 92, ça va changer quoi? Au contraire, on ne vise que la dévolution du pouvoir. C'est ce qui est grave. Moi, je voudrais que ceux-là qui iront à ce dialogue, qu'ils parlent du Togo de la plus profonde des manières. Écoutez, monsieur Ouka, de la plus profonde des manières. Et les tests là,
Que ces tests ne visent personne. Que ces tests ne soient pas instituts personnels. Que ces tests s'élaborent de façon générale. Que ces tests ne visent pas. On retrouve la question de 92. Application immédiate, implication juridique, Fonia Singbe va démissionner. Il ne démissionnera pas. Vous ne pouvez pas dire à un chef d'État, monsieur, démissionnez. Ici, vous avez fait quoi? Écoutez, si on veut que ce pays-là soit pacifié une fois pour de bon, qu'on aille. La Constitution, ils ont les éléments. L'opposition va aller avec ces éléments. Constitution de 92. S'ils veulent, s'ils aiment, eux tous les deux partis, pouvoir et opposition, veulent le développement de ce pays, s'il va s'agir de parler de la Constitution, que le pouvoir se dise, moi aussi j'ai un test à proposer, l'opposition dit, moi aussi j'ai un test à proposer, donc on rassemble ces deux tests-là, qu'on harmonise ces tests et qu'on produise quelque chose qui ne sera plus conscient de 92, mais qui sera quelque chose. Cela dit tout simplement que l'option référendum ne sera pas écartée. Non, l'option référendum ne sera pas écartée. Vous savez, le président de la République est en train de faire un jeu, les gens ne le voient pas. Puisque les gens disent que la Constitution de 1992, c'est le peuple qui l'a voté par référendum. Le président, indirectement, il se dit, aussi, puisque vous avez dit, vous savez, votre peuple qui a voté cette Constitution, moi aussi je vais proposer un test et je vais soumettre à ce même peuple la pouvoir. C'est ce qui se dit pas, mais c'est ce que moi c'est l'analyse que moi je fais. Donc l'option de référendum ne sera pas écartée. Écoutez, que les gens ne n'aillent pas avec l'intention de... Mais si l'option de référendum ne sera pas écartée, ou ne va pas être écartée, Firmin, cela suppose qu'il faut également revoir le cadre électoral. Il faut une révision... il faut des réformes électorales en profondeur. Il faut des réformes dans tous les secteurs. Sur le plan électoral, il faut des réformes. Sur le plan des institutions, il faut des réformes. Sur le plan des sociétés d'État, il faut des réformes. Sur le plan de décentralisation, il faut des réformes. Des réformes dans tous les domaines. Si ce dialogue-là peut... Puisqu'il y a déjà des tests, il y a déjà des propositions qui ont été faites pendant ces 27 ans-là, qu'on verse tout ça là au débat et vers la fin, qu'on revoit la Constitution, que les deux acteurs, ça se disent, ils se disent la vérité. Chers amis, est-ce qu'il faut, regardons, est-ce qu'il faut que nous allions à une nouvelle république? Est-ce qu'il faut une nouvelle constitution? Mais que l'opposition ne se dise pas, moi c'est ma proposition qui va être adoptée. Non, que les deux partis trouvent une position conciliante. Pour vous, c'est la chose la plus réaliste à faire? Oui, c'est la chose la plus réaliste. Que l'opposition n'aille pas avec l'intention d'obtenir coûte que coûte la Constitution de 92. Le pouvoir là ne cédera pas sur ce point. Mais le pouvoir ne va pas, mais le régime ne va pas lâcher son champion comme ça, ce n'est pas possible. Moi, ce que je voudrais, que les gens ne voient pas en notre démarche, ou en ma démarche, quelqu'un qui soutient qui que ce soit. Non, moi je voudrais amener les gens à être réalistes. C'est ça, à connaître la réalité du pouvoir, parce que ce pouvoir-là est tellement malin et ne s'amuse pas dans ces moindres détails. Donc, il faut oublier ces histoires de gagner ou de perdre. Que les gens aillent avec des propositions, que le pouvoir vienne avec des propositions et qu'ensemble les deux parties-là trouvent une position médiane, une position qui va aider le Togo à se relever, un compromis qui va aider le Togo à se relever sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, qu'on n'aille pas avec l'intention de faire partie Fonia Singbe. Et sinon, il ne partira pas. Et Firmin, oui, tout le monde sait, on te le concède, la politique c'est le compromis. Mahatma Gandhi qui dit tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Ici, nous parlons des principes fondamentaux qui engagent quand même l'avenir du pays. Est-ce que... Oui, les principes fondamentaux, ils sont là. Que l'opposition aille. La Constitution de 92 a des principes fondamentaux. Que l'opposition aille avec ces principes fondamentaux. Mais je pense que le pouvoir ne va pas les refuser. La liberté d'expression, la liberté de religion, la transparence, la reddition des comptes, la culture du résultat. C'est-à-dire les principes fondamentaux de la démocratie. C'est la reddition des comptes, la culture des résultats. Et que l'opposition aille avec ces principes-là, la séparation des pouvoirs, que l'opposition défende ça. Et que l'opposition dise, mais là, s'il va falloir avoir un nouveau texte, il faut que tous ces principes fondamentaux y figurent. Mais que l'opposition n'aille pas avec l'esprit de se diriger. Non, l'expression, je l'ai perdu tout à l'heure. D'être braqué et de viser quelqu'un.
Si l'opposition veut viser le premier responsable du pays, mais tout, le jeu va être faussé. Et donc pour vous, la crise au Togo n'est pas une crise d'alternance politique? Non, vous savez, l'alternance, les gens ne l'ont pas comprise au départ. Les gens ont cru que quand on vient, c'était depuis, je parle de 1991, les gens ont cru que quand on vient en politique, on vient pour combattre un homme. C'est le problème du Togo. Et c'est pour cela que la crise a perduré jusqu'à maintenant. Regardez en 1991, au Bénin, les Bénins ne sont pas arrivés pour combattre Kérékou. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Tous ceux-là, ils sont venus avec l'intention de refonder leur société. D'aller vers un nouveau contrat social. D'aller vers un nouveau contrat social. Ici, quand les gens sont revenus, les gens sont venus dire non, il faut dissoudre le RPT. Non, Yadema doit partir. Alors là, le jeu est faussé. Mais le gars, le président Gnassingbé Eyadema, c'était un militaire. Il faut créer les conditions d'alternance. Il faut créer les conditions d'alternance. Cette refondation dont vous parlez va permettre à ce qu'il y ait de l'alternance. À ce qu'il y ait de l'alternance. Parce que quand vous venez, l'alternance ne se décrète pas. Aujourd'hui, qui le veut ou non, il y aura l'alternance. Ah bon? Non. Il faut créer les conditions qui aboutiront à l'alternance. Sinon, vous ne pouvez pas être là et vous dites, vous voulez l'alternance, vous demandez aux autres de quitter. Alors que, regardez, l'alternance dit quoi? L'alternance repose sur le respect des tests. Vrai ou faux? Et quand vous parlez d'alternance, le régime va vous dire, le régime se prévaut du droit. Le régime se prévaut de la légalité. Écoutez, Faure Gnassingbé, mais que les gens le veuillent ou non, mais il est le président légal du Togo. Il a été légalement élu en 2015. Le chef de file de l'opposition a participé à cette élection. Ça veut dire que les conditions légales étaient réunies. Donc, si l'opposition va parler de l'alternance et que cette alternance soit décrétée, que le régime vienne leur dire « Ah, venez, nous on va partir, vous allez nous succéder ». Ce n'est pas possible. Il faut créer les conditions qui aboutiront à l'alternance. Les conditions qui amèneront Faure Gnassingbé d'une manière ou d'une autre à quitter le pouvoir. Regardez, un exemple très banal. Vous dites Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Mais depuis des années, depuis 10 ans, l'opposition togolaise est au Parlement togolais. Mais l'opposition n'a jamais proposé un statut des anciens chefs d'État. Mais Faure Gnassingbé va quitter pour aller où? Il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Il va gagner combien? Au moins les anciens premiers ministres ont quelque chose. Les anciens premiers ministres ont quelque chose. Ils savent que quand ils quittent la primature, ils ont 500 000 à la fin de chaque mois. Mais écoutez, le décret des 500 000 a été signé par qui? A été signé par le gouvernement de la transition. Ceux-là qui disent, ceux-là qui critiquent aujourd'hui les 500 000 qu'obtiennent ou encore les premiers ministres, les anciens premiers ministres chaque fin du mois, mais ce sont eux-mêmes qui ont signé ce décret-là. Regardez, donc les anciens premiers ministres... Et cela fait 7 ans déjà. Et cela fait 7 ans déjà. 500 000 à la fin de chaque mois. Ils ont leur statut. Mais l'opposition qui dit Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, mais ne lui garantit rien, ne propose rien, ne lui propose alors, rien. Vous pensez qu'à ce dialogue, par exemple, on peut mettre donc au menu des discussions, on peut mettre le statut des anciens chefs d'État? Deux choses fondamentales. Première chose, le statut des anciens chefs d'État. Que Faure Gnassingbé se dise, ah, après le pouvoir, il y a la vie, il y a une autre vie. Donc il peut vivre. Il y a encore les privilèges, il y a encore les privilèges, il y a encore l'honneur en tant qu'ancien chef d'État. Parce que l'honneur, c'est la vie. Quand vous voyez Obama aujourd'hui, Obama qui était, je le voyais, il passait quelque part l'autre fois et puis les caméras encore le suivaient. Donc il a une vie après la présidence. La deuxième chose, c'est l'institutionnalisation du Sénat. Oui. Pourquoi? Vous insistez beaucoup. D'ailleurs, dans une de vos chroniques, dans une de vos récentes chroniques, vous avez insisté sur ce Sénat. Le Sénat, pourquoi? Le Sénat, en fait, au Togo, il y a un problème de redistribution des postes. Nous avons des opposants aujourd'hui, soit au niveau du pouvoir aussi, nous avons des gens du troisième âge, au niveau de l'opposition. Mais quand ils quittent la scène politique, ils deviennent quoi? Alors qu'ils peuvent servir. Alors qu'ils peuvent servir quelque part. Il y a les Jean-Pierre Fabre qui ont déjà 66 ans. Il y a les Georges Lawson, les Godwin Tété. Quand ils quittent la scène, ils vont devenir quoi? Non, il faut qu'on leur montre que après la politique, après cette politique vivante,
il y a encore une politique qu'on peut faire de la façon la plus passive. Donc, on leur crée une chambre, le président de la République va se charger de nommer quelques-uns, mais l'autre partie, on va faire des élections. Et pas préfecture. Pas préfecture. Il y a Mme Madiamagbo aussi qui est en train d'avancer en âge. Il y a Éric Dupuis, il y a tous qui sont là déjà. Moi, je voudrais qu'on leur prépare leur retraite politique. C'est-à-dire, ceux qui quittent la scène aujourd'hui vont devenir quoi? Est-ce que le Sénat est une chambre de retraite politique? Mais c'est-à-dire, c'est des gens qui ont connu l'histoire du pays, mais qui vont réfléchir de la façon la plus passive et proposer des choses aux autorités qui sont tellement actives. Et très souvent, dans les Sénats, dans la plupart des pays européens, on note quand même que ceux qui, les sénateurs sont d'âge avancé. Sont déjà avancés. Par exemple, quand vous voyez l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il était Premier ministre, mais il est devenu sénateur après. Il est devenu sénateur après. Donc, ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'opposition, mais qu'on leur trouve une chambre qui quitte après la scène, après le Parlement peut-être, après la Chambre des députés, la Chambre des représentants, qu'on le trouve une autre chambre, et là il se repose, mais il travaille de façon passive pour le développement du pays. Il faut le Sénat obligatoirement. Et je voudrais d'ailleurs vous rappeler donc que au dialogue Togo Télécom, la mise en place du Sénat a été évoquée. Oui. Quand vous suivez le rapport, c'est ça, le rapport de la première journée. De la première journée, oui, je me rappelle. Il a été noté donc au menu de l'institutionnalisation du Sénat. Et puis je l'ai proposé l'autre fois, je n'avais même pas encore lu ce document et j'ai posé ça, et puis j'ai vu des activistes de l'opposition qui me critiquaient alors que ça m'a s'attaqué à moi, alors que l'opposition aussi avait proposé ça. Et il faut... Vous pensez aujourd'hui, par exemple, en France, d'aucuns critiquent ce Sénat, quand vous allez au niveau du Sénégal, Macky Sall a dissous le Sénat. Ils ont traversé une histoire. Ils ont vécu leur expérience. C'est une question d'étape. C'est une question d'étape. En France, les sénateurs, ce sont les maires qui les élisent. Les sénateurs, ils représentent les collectivités territoriales. Il faut que les collectivités territoriales soient représentées dans des structures et qu'elles aient voix délibérative. En France, pour avoir certains textes, il faut l'accord de la Chambre des représentants, des députés et l'accord des sénateurs. Donc, il faut que les députés, les élus directs, se prononcent. Il faut aussi que les collectivités locales, les collectivités territoriales se prononcent aussi. Donc il faut que... Quand vous direz d'ailleurs qu'en France, des analystes français disent d'ailleurs que le Sénat est un compromis de la monarchie qui a existé en France. Oui, c'est le compromis de la monarchie. Pourquoi? Vous savez, les Français, ils ont quelque chose. Les Français veulent, ils adorent avoir des monarques. Les Français, ils disent ils ont le président de la République qui est élu au suffrage universel direct, mais ils aiment avoir des présidents, des chefs d'État autoritaires. C'est pour ça qu'au-delà de tout, ils ont préféré Sarkozy à Hollande. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Nicolas Sarkozy, parce qu'ils ont vu en François Hollande un président un peu mou. Alors que les Français adorent des rois, en fait. Ils adorent des monarques. C'est ce qui a conduit à... C'est la culture, d'ailleurs. C'est la culture française. Ils adorent les rois. C'est ce qui a conduit à l'institutionnalisation du Sénat en France. L'autre chose, aux États-Unis, nous avons 51 États. Et chaque État veut se prononcer sur des questions internationales. Sur la monnaie, sur la diplomatie, sur la guerre et tout ça. Maintenant, chaque État, qu'est-ce que chaque État fait? À chaque élection, chaque État envoie 2 représentants à la Chambre des Sénats. À la Chambre du Sénat. Chaque État fédéré envoie 2 représentants à la Chambre du Sénat. Donc, tous les États des États-Unis, tous les États des États-Unis ont leurs représentants. Et on a 100 sénateurs aux États-Unis. En raison de 2 sénateurs par État. Et ce sont ces représentants-là qui se prononcent sur la diplomatie, sur la monnaie et sur d'autres choses. Donc, les Américains, depuis leur base, se prononcent sur des questions vivantes, des questions vitales, des questions internationales de leur pays. Donc, tous les Américains se prononcent à travers le Sénat. Au Togo, ce que nous voudrions, c'est que toutes les collectivités territoriales aussi se prononcent. C'est-à-dire ceux-là qui ont servi le pays d'une manière ou d'une autre.
opposition, pouvoir, que tous se retrouvent dans le troisième âge, se retrouvent ensemble dans une chambre et qui se prononcent. Là, ils n'auront plus rien à gagner, rien à... J'ajoute d'ailleurs à votre analyse, Firmin Tekoh Agbo, que dans ce Sénat, on retrouvera également des paramètres ethnico-politiques. Oui, on retrouvera des paramètres. C'est ce que je dis. Toutes les ethnies, toutes les collectivités territoriales. Donc le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. On va retrouver les gens de la Bina, on retrouvera les gens les Guets, on retrouvera les Kabiens, on retrouvera les Kotokoli. Eux tous, ils seront là. Ils vont se taper dessus, ils vont s'amuser. C'est des vieux, hein? Ce seront des vieux, des gens du troisième âge, mais ils vont nous enseigner quelque chose, le vivre ensemble. Et ce sont leurs expériences qui vont inspirer la jeunesse, les autorités les plus actives sur le terrain. L'institutionnalisation du Sénat, c'est pour regrouper et le pouvoir et l'opposition. Moi, je pense à eux. Si eux ne pensent pas à nous, moi je pense à eux. Firmin Tekoh Agbo, je le disais tantôt, les travaux préparatoires du dialogue politique au Togo ont démarré hier jeudi à Lomé sous l'égide de la médiation conjointe du Ghana et de la Guinée à l'issue de cette première journée assez bien mouvementée hier. Beaucoup de progrès ont été enregistrés, on le disait tantôt. Je voudrais donc partager avec vous la réaction de Daniel Osei, l'un des émissaires du président ghanéen, qui disait donc que le comité préparatoire s'est réuni pour définir le règlement intérieur du dialogue qui va démarrer lundi. Le comité a fait beaucoup de progrès, le travail va se poursuivre demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous aurez tous les détails à la fin des travaux demain, c'est-à-dire aujourd'hui. À ces travaux, préliminaire, la coalition de l'opposition est représentée par Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau et du PU de l'ANC, Ouro Dikpa, Tchatipi du Parti national panafricain. Du côté du parti au pouvoir, UNIR, on note la présence du secrétaire exécutif du parti Akleso Achole, la trésorière générale Madame Tiegan, Yawa Djibodi et Malik Natchaba, délégué national du mouvement des jeunes du parti UNIR. Le gouvernement est représenté par les ministres Gilbert Barram de la fonction publique et son collègue Paya Doua Boupessi en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Voilà, Firmin et ceux qui participent donc aux travaux préparatoires de ce dialogue. Et lundi, on nous annonce donc que le chef de l'État ghanéen sera donc au pays. On note quand même, Firmin, que la communauté internationale, pour parler quand même des présidents de la zone CEDEAO, s'intéresse beaucoup à la vie sociopolitique togolaise. Et Buhari, le président nigérian, a d'ailleurs en amont donc, de ce dialogue, parler des transitions pacifiques qui ne sont pas négociables en Afrique. C'est la phrase là qui est une phrase polémique. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par transition pacifique ne sont plus négociables? Et pas dans un contexte de sécurité régionale. De sécurité, bon, je pense que lui, peut-être il ne voudrait pas qu'on ait une transition. Peut-être parce qu'il dit que la plupart des transitions débouchent sur des crises, des bouleversements dans la région. Donc, il prône, au-delà de tout, une sécurisation. C'est vous votre analyse? Oui, c'est moi. Parce que, bon, moi, je ne pense pas que Buhari peut être là et demander à ce qu'on ait une transition au Togo. Parce que si on va à une transition maintenant, comment cela va s'organiser en ce temps si précieux pour le Togo, est-ce qu'il va demander aux autorités togolaises d'ouvrir une transition? Mais ce n'est pas possible. Et de plus, il ne peut pas dire à l'actuel chef d'État de quitter le pouvoir, dont le mandat est en cours, et qu'un autre vienne lui succéder, et qu'on organise une transition sur 2 ans ou sur 3 ans. On pouvait organiser une transition. C'était en 2005. Et c'était ce que Akila Issok Boko avait proposé. Parce qu'il avait vu que la tension était très palpable et l'avenir allait être très sombre pour le Togo. Et la preuve, au lendemain de la victoire de Faure Gnassingbé, il y a eu des morts dans ce pays. Le rapport onusien l'a confirmé. On a eu plus de 500 morts selon le rapport des Nations Unies. Plus de 500 morts.
Donc, dans ces situations, on pouvait avoir une transition, on pouvait économiser cette situation à l'époque et organiser une transition. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le président de la République est toujours président, il est président de la CEDEAO, il est président du Togo, son mandat n'est pas encore à terme et on va lui demander d'organiser une transition. Il n'accepterait pas. L'autre chose, vous voulez dire quelque chose? Oui, Firmin Teko Agbo, je voudrais aller dans le même sens en disant que des organisations de la société civile togolaise réclament qu'il y ait, à l'issue de ce dialogue, la mise en place d'un gouvernement de transition. Quand vous parlez de gouvernement de transition, le pouvoir ne va pas l'accepter. On peut parler de gouvernement de, comme Nicolas Loss le dit, le gouvernement de salut public ou gouvernement d'union nationale. Le pouvoir ne veut pas qu'on lui impose des choses. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent ça. Le pouvoir se dit, mais il est légal, c'est un pouvoir légal. C'est un pouvoir que même les opposants même ont légitimé. Donc le pouvoir ne va pas se dire, donc venez et organiser une transition. Ce n'est pas possible. Donc ça, dans ce cas-là, ce ne serait plus pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas pour les enfants. Le pouvoir, c'est pas un jeu d'enfants. Le pouvoir ne va pas accepter ce que vous appelez transition, tout ça. Ce n'est pas possible. Peut-être en 2005, on pourrait l'accepter. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le président de la République veut avancer et veut tourner. Quand vous lisez ces gestes, il veut tourner rapidement la page des réformes et passer à autre chose. Mais Firmin Teko Agbo, même si on n'arrive pas à mettre en place un gouvernement de transition, mais le gouvernement qui sera mis en place sera chargé quand même de faire une période transitoire quand même. Qu'est-ce que vous appelez pas période transitoire? Une période au cours de laquelle les résolutions issues de ce dialogue seront mises en application. Oui, mais ça ne sera pas un gouvernement transitoire. C'est le mot qui choque le pouvoir. Le pouvoir ne veut pas ça. Transitoire par rapport à quoi? C'est ça, au fait, ce que le pouvoir ne veut pas. C'est transitoire par rapport à quoi? Transitoire par rapport à ce que moi, je suis coordonnateur d'une association et initiative des journalistes africains pour la promotion de la citoyenneté. Nous avons toujours dit, il faut toujours tenir compte de l'accord RPT-UFC et proposer une négociation. Il faut négocier l'avenir politique du pays et rassurer tout le monde. Rassurer le camp d'en face, que l'opposition propose quelque chose qui pourrait rassurer le camp d'en face et qu'on s'asseye, qu'on revitalise, qu'on réactualise l'accord RPT-UFC, qu'on puisse partager le pouvoir sur un certain nombre d'années. C'est ce qui pourrait être possible. Si vous parlez de transition, ça va être possible. Alors qu'avec cette négociation, ça va permettre à déverrouiller les institutions de la République sur un certain nombre d'années. Mais quand vous allez parler de transition, le pouvoir va être braqué. Mais regardez, ceux-là qui disent que Boari a lâché Fonya Singbe, mais écoutez, j'ai l'impression que les gens oublient un peu l'actualité. Nous l'avons dit sur cette antenne. Nous sommes en 2005. Le président nigérien d'alors, Olusegun Obasanjo, était le président en exercice de l'Union africaine. Il avait dit qu'il ne voulait pas de Fonya Singbe, que Fonya Singbe devrait démissionner à l'époque, qu'il ne soutenait pas Fonya Singbe. Il était très virulent à l'époque, à l'égard du... Il y a eu des propos très acerbes. Des propos très acerbes contre le régime, ou à l'égard du régime Gnassingbé, jeune Gnassingbé à l'époque. La France, le président Chirac, qui était président de la République française d'alors, appelle très vite Obasanjo et lui dit, monsieur, vous soutenez le jeune et votre dette que vous détenez par rapport au Club de Paris vous seront remises. Obasanjo s'est recroquevillé dans son coin. Il a obéi à ce que Chirac a dit et il a soutenu le régime de Lomé. Et c'est après ça que Fonya Singbe est devenu président de la République et les voix se sont tues. Regardez, quand les gens disent aujourd'hui que la France n'a plus sa mère, la France aussi, mais pourquoi les gens se trompent? Pourquoi les gens se trompent? Vous pensez que... Pourquoi? Vous pensez qu'ils se trompent? Ils se trompent, c'est-à-dire, quand la France ne veut pas de vous, elle ne veut pas de vous. Que les gens ne se trompent pas. Mais la donne pour certains est en train de changer ou a changé. Écoutez, vous savez, ce que je voudrais que les gens oublient, ou sur quoi je voudrais que les gens focalisent leur esprit, c'est que la souveraineté pleine et entière des États n'existe plus. Ça n'existe plus. Les Américains sont la première puissance du monde, mais ils ont perdu une partie de leur souveraineté. Du moment où ils dépendent d'autres pays.
Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans le Japon. Donc, du moment où vous dépendez de ces pays, vous perdez une partie de votre souveraineté. Parce que ces pays-là vous imposent des choses. C'est comme je le dis de façon banale tout le temps que la France ne peut pas vivre sans l'Allemagne. Vice-versa. Parce que l'Allemagne est le premier client, le premier fournisseur de la France. C'est quelque chose que je dis de façon banale régulièrement. Pourquoi? Parce que le monde est arrivé à un moment où c'est devenu un village planétaire où on a besoin l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. L'autre chose, les gens disent que la France n'a plus rien. Pourquoi les opposants africains sillonnent l'Europe? Pourquoi ils vont à Bruxelles? Pourquoi ils vont en France? Pour avoir l'appui de la France. Si vous voulez être chef d'État aujourd'hui dans les pays francophones, si vous n'avez pas l'appui de la France, vous ne pouvez pas être chef d'État. Ce n'est pas possible. Que les gens n'auraient pas. Les gens disent... Mais Firmin Tekoagbo, la souveraineté appartient au peuple. Mais écoutez... Cette souveraineté est exprimée dans les urnes. Écoutez. Vous savez ce qu'on appelle la diplomatie? Les gens parlent de milliards. Les gens parlent de milliards. Vous parlez de souveraineté populaire? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Emmanuel Macron? Bien sûr. Vous le connaissez? Emmanuel Macron... Qui le connaissait jusqu'en 2011-2012 en France? Personne. Mais ça devait vous étonner, son élection. Il est venu sur la scène en 2012 et 3 ans, 4 ans après, il est devenu président de la République. Ça devrait vous amener à réfléchir. Vous savez, la politique, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est la politique, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous savez exactement, vous pouvez nous dire exactement ce que les gens votent dans les urnes? Vous savez les chiffres? Pourquoi on parle toujours d'approximatif et tout ça? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire... Les résultats des urnes égale intérêt économique. Je vous dis par exemple, ce qui s'est passé en 2006 avec Yahi Boni au Bénin. Les Français avaient à choisir entre André Mbedi et le président Yahi Boni. Maintenant, il fallait que ces deux chefs, ces deux candidats rencontrent les autorités françaises. Mais qui a été plus convaincant? Le plus convaincant a été... Les Français au départ avaient une préférence pour Mbedi, mais le plus convaincant dans les négociations, c'était Yahi Boni. Et sur RFI à l'époque, en 2006, on dit Yahi Boni a dû rassurer les autorités françaises que leurs intérêts seront protégés. C'est ce qu'il avait dit. Mais si Hollande avait dit au président centrafricain, nous n'allons pas laisser Michel Djotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015, il a tenu promesse. Il a dit à Blaise Compaoré, monsieur Compaoré, le 7 octobre 2014, Blaise Compaoré, vous quittez le pouvoir et on vous nomme à un poste international. Il a tenu promesse. Blaise Compaoré est tombé le 31 octobre. Que les gens ne trompent pas le concitoyen, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans l'Occident. De la même manière, l'Occident ne peut pas se départir de l'Afrique pour s'en sortir. Ce n'est pas possible. L'Occident a besoin de nous, les Africains ont besoin de l'Occident. La France a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin... Si le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, le chouchou de la France, aujourd'hui, l'un des chouchous de la France, c'est le Togo. Il y a des décisions que les États-Unis, avant que les États-Unis les prennent, les États-Unis doivent consulter la France. Doivent consulter la France. Parce que la France, c'est le Togo, c'est un territoire entre guillemets français. C'est un territoire français. Donc, il y a des décisions. Ça fait sourire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc on ne peut triste pas... Réalité, triste réalité. On ne peut pas vivre, pour le moment, on ne peut pas vivre sans la France. Donc, détrompez-vous. Pour le moment, la France soutient Faure Gnassingbé. Le jour où la France ne voudrait plus de Faure Gnassingbé même c'est ce qu'il va faire. Eh bien, Firmin Tekoagbo, parlant toujours, bien sûr, du dialogue, des travaux préparatoires du dialogue du 15, du dialogue du 19 février prochain, dialogue qui s'ouvre donc lundi. Gabriel Blivi de Nouvelle Afrique écrit donc dialogue politique quand les vieux démons du fiasco planent de nouveau sur l'hôtel de février. Et dans son article, vous pouvez donc lire, il dit ceci: toutefois, le suspense reste difficile pour tout observateur, aussi avisé soit-il de la vie politique togolaise, de parvenir à connaître par conjecture le sort qui sera réservé à ce énième dialogue. Aussi, les Togolais dans leur ensemble sont-ils partagés entre scepticisme et optimisme. Parmi le lot des sceptiques, beaucoup sont ceux qui lorgnent dans le rétroviseur, se remémorent l'échec cuisant qu'ont connu les dialogues antérieurs, entre autres accords cadres Lomé 1 et Lomé 2, Ouaga 1, Ouaga 2, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2 et Tutti et Quanti. Certains quand même perçoivent déjà les vieux démons du fiasco planer de nouveau sur le fameux hôtel de février
qui a été le théâtral de la conférence nationale souveraine. Cette dernière qui s'est déroulée du 8 juillet au 28 août 1991 et sur laquelle il est superfétatoire de revenir. Néanmoins, il y a lieu de marteler ce que les parties prenantes affirment et confirment jusqu'à ce jour, c'est-à-dire l'échec retentissant que les assises ont connu. Par ailleurs, les nostalgiques de la conférence nationale souveraine, comme l'ancien premier ministre de Kakou Kofigo ou Jean Yorvi Degli, ont encore dans la mémoire chaque partie des celles qui se sont déroulées dans cette salle Fazao de l'hôtel de février. Ce n'est pas le président du parti politique Organisation pour bâtir dans l'unité un Togo solidaire au but à Guillaume Kodjo qui oubliera ses larmes versées au pupitre. Pratiquement 27 ans après, ce même hôtel et sa salle Fazao renoue avec l'histoire en accueillant le 27e dialogue intertogolais. Et pourtant, Fournia Simbe, dans une interview, dit-il, à Jeune Afrique avait dit que ce ne sera pas une conférence nationale bis. Vous savez, je ne voudrais pas aller dans le sens du confrère Gabriel Lévy parce que moi je prie pour mon pays. Je voudrais que tout se passe bien et que ce dialogue puisse donner quelque chose de bénéfique, de profitable pour ce pays. Je voudrais... En tout cas, il a dit à la fin de sa réflexion en disant qu'en tout état de cause, il s'avère primordial pour les participants. C'est pour parler de transcender leur ego et esprit d'intérêt en vue de briser ce signe indien et permettre un dénouement heureux de cette crise qui n'a que trop duré. Voilà, sur ce point, je voudrais prier pour mon pays, que tout se déroule normalement. Parce que qu'est-ce que les deux acteurs, ils ont eu à gagner dans cette crise-là? C'est une crise répétée, des morts, des blessés, des arrestations. Aujourd'hui, ils peuvent dépasser leur ego, ils peuvent dépasser, transcender leur esprit partisan et pour se consacrer à l'avenir du Togo. Mais vous savez, il y a une scène qui m'a frappé et je voulais écrire quelque chose hier, mais je m'en suis abstenu. Je voulais sortir quelque chose, une chronique, mais je m'en suis abstenu. Vous savez, quand j'ai vu la sortie de Monseigneur Kodjo, nous allons en parler. Oui, justement. Quand j'ai vu Monseigneur Kodjo, avec sa position braquée contre le régime, et quand j'ai vu aussi l'armée, au même moment, même jour, qui promet loyauté, fidélité à Fournia Simbe, j'ai fait 27 ans en arrière. C'était la même scène. À la conférence nationale. À la conférence nationale. Et Monseigneur Kodjo disait, nous sommes entrés ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. Donc cette phrase qui avait choqué les FAT à l'époque, et quelques jours après les FAT, leurs représentants avaient quitté la scène à l'époque. Donc il y avait... et Monseigneur Philippe Fanoko Padro, dans sa déclaration le 14 février, le 13 ou le 14, c'était à la veille donc, du dialogue. Le 14, il disait donc que cette phrase qu'il a prononcée, cette citation de Mirabeau, qu'il a prononcée donc à la conférence nationale souveraine en 1991, il ne l'avait pas prononcée dans un sens de la révolution. Oui, regardez, mais ça avait choqué. Donc il n'avait pas mesuré tous les paramètres, ça avait choqué. Et regardez à la veille, moi je croyais que, avant d'aller dans le fond de ce qu'il a dit, mais quand j'ai vu ça, et j'ai vu, à l'époque en 1991, il avait prononcé une phrase qui était braquée, qui était contre le régime à l'époque, qui n'était pas une phrase qui pouvait appeler à planer les divergences. Mais puisque cette phrase même, Mirabeau l'avait citée dans la Révolution, au cours de la Révolution française en 1789. En 1789. Donc, il sort cette phrase-là. Et à l'époque, les militaires étaient fâchés. Donc, ils étaient fâchés parce qu'ils étaient fidèles et loyaux au général. Et à la veille de ce dialogue, on revoit presque la même scène. Monseigneur Kodjo, qui est toujours dans sa posture de 1991, et les militaires qui vont chez le chef de l'État lui remettre le rapport et qui lui promettent loyauté et fidélité. Mais ça doit faire réfléchir. Ça veut dire simplement que l'histoire au Togo se répète. On est dans un schéma cyclique. 27 ans après. C'est peut-être spirituel. 27 ans après la même scène. Monseigneur Kodjo n'était pas allé voir les militaires pour dire non, on va faire cette chose le même jour. Non. Monseigneur Kodjo s'est levé et il s'est remis dans la posture de 1991 pour dire des choses, pour fâcher le régime et les militaires qui se lèvent aussi, qui choisissent le 14 février, jour de l'amour,
qui vont vers le chef d'État pour lui dire on t'aime beaucoup, on te soutiendra, on te sera toujours loyal. Ça veut dire nous sommes toujours en 1991. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, est-ce que c'est comme ce dialogue là-bas, c'est encore se passer comme en 1991? J'ai dit non, Seigneur, il faut sauver ce pays. Donc, nous devons réfléchir. Ce qui se passe au Togo, moi je pense que il y a une partie qui est beaucoup plus spirituelle. Parce que les choses se répètent. Je ne voudrais pas citer trop Sarkozy en disant qu'il dit l'Africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Ça veut dire simplement qu'au Togo, tout recommence toujours. 27 ans après, c'est comme nous vivons encore la même chose. Que Dieu ait pitié de ce pays. Donc, sur ce point, je ne voudrais pas trop rejoindre Gabriel Blévy, même si j'ai eu la même sensation avec ce que j'ai vu. Monseigneur Kodjo d'un côté et les militaires de l'autre. L'autre chose, que les Togolais doivent savoir que les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prouvé à la veille du dialogue qu'ils ont toujours leur champion, qu'ils soutiennent. L'autre chose, les opposants doivent savoir qu'on ne peut pas faire de la politique sans l'armée. Ce n'est pas possible. Le pouvoir, c'est l'armée, le pouvoir, c'est le peuple, le pouvoir, c'est la communauté internationale. Le pouvoir, c'est tout ça. On ne peut pas faire le pouvoir sans la politique, sans l'armée. Ce n'est pas possible. Si l'armée ne vous soutient pas, vous n'irez nulle part. Vous savez, le chef de l'État, tout président de la République, il est le chef suprême des armées. Donc, si l'armée ne vous soutient pas, vous ne pourrez jamais être président. Le jour où l'armée ne vous soutient pas, c'est là où on parle de coup d'État. Donc, si l'armée, vous devez faire la politique, vous devez la composer avec l'armée. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui assure votre sécurité. C'est l'armée qui assure l'intégrité du pays. C'est l'armée qui assure les renseignements profonds du pays. Comment vous pouvez faire la politique sans l'armée? Je vais vous donner ce petit exemple. Ce qui se passe souvent en France. Quand vous êtes chef d'État et que vous arrivez au palais de l'Élysée, et l'ancien président vous donne son ancien chef d'état-major particulier. Son chef d'état-major particulier, c'est lui qui s'occupe de vous, le nouveau locataire de l'Élysée. Il s'occupe de vous, il vous donne tous les renseignements, il vous fait tout le compte des guerres, la présence française dans tout le monde entier. Et vous êtes obligé de composer avec lui pendant 6 mois. Et après 6 mois, après 6 mois, vous pouvez choisir maintenant. Regardez, si ce chef d'état-major qui va passer 6 mois avec vous n'est pas d'accord avec vous, comment pourriez-vous mener votre politique? Donc, avant qu'on élise un chef d'État, dans les coulisses, obligatoirement, on doit négocier avec l'armée. Et c'est l'armée qui vous donne votre bénédiction dans les coulisses. Même si elle fait comme elle ne comprend rien. Mais même si on l'appelle la grande muette, elle a toujours son mot à dire. Elle a toujours son mot à dire. Vous ne pouvez pas faire la politique sans l'armée. Vous voyez ce qui s'est passé. Par exemple, non, je ne voudrais pas donner cet exemple. Je ne vais même plus donner cet exemple. Je veux juste vous dire que si l'armée n'est pas d'accord avec vous, vous ne pourrez pas être chef d'État. Dans le monde entier, c'est comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. Que l'opposition sache que l'armée a sa place à ce dialogue. Et on réclame d'ailleurs, certains acteurs politiques ont réclamé donc la présence de l'armée à ce dialogue. L'année surpassée, à l'atelier du H, on avait vu les forces armées à l'atelier. Il y a eu une brillante communication avec l'officier supérieur. D'un officier supérieur. Mais si l'armée ne se prononce pas sur la crise togolaise, mais qui va le faire? Il faut que l'armée ait son mot à dire. Il faut que l'armée se prononce sur ce qui se passe au Togo. Puisque l'actuel, ce que moi je peux proposer, c'est que dans les coulisses, que l'opposition aille voir l'armée, ou c'est-à-dire que toutes les couches, pouvoir, opposition, que tous se mettent ensemble, qu'on négocie avec l'armée ce qui se passe, mais que l'armée... Pas négocier, quand même discuter. Discuter avec l'armée. Échanger avec l'armée. Sur ce que je peux appeler les accusations à l'égard de cette armée. Oui, que l'opposition aille discuter avec l'armée par rapport à l'avenir du Togo, parce que c'est l'armée qui protège les institutions de la République. C'est l'armée qui protège l'intégrité du territoire. C'est l'armée qui a les renseignements du pays. Vous ne pouvez pas faire la politique sans l'armée. Si l'opposition veut gouverner demain, qu'elle sache qu'elle ne peut pas faire abstraction de l'existence de l'armée. L'armée a son mot à dire dans la politique togolaise. Nous allons parler de Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, l'archevêque émérite de Lomé, a donc dans sa déclaration à la veille du dialogue de ce dialogue inter-togolais, a donc réclamé donc le retour à la Constitution de 1992 et a demandé à Faure Gnassingbé de ne plus être candidat en 2020. Il est allé plus loin.
Prenons d'abord cet aspect, Fiona. Vous savez, monsieur Goka, Très rapidement. Oui, très rapidement, ce que j'ai été choqué au fait. J'ai été choqué. En quoi? C'est-à-dire, il prend position alors que c'est entre guillemets le représentant de Dieu sur terre. C'est une autorité morale. C'est une autorité morale. Même s'il y a des choses qu'il doit dire, peut-être il pourrait le dire dans les coulisses en appelant les deux parties et en se prononçant. Mais le fait qu'il vienne là, donc il braque l'autre partie. Il prend position déjà. Parce que quand vous voyez Constitution de 1992, on dit c'est la revendication, l'une des principales revendications de l'opposition. Donc le parti d'en face ne va plus avoir confiance en vous. Donc vous ne serez plus un bon médiateur. Nous allons à une négociation et vous prenez déjà parti. Alors que vous, entre guillemets, vous êtes le représentant de Dieu sur terre, vous devez nous appeler parce que nous sommes tous deux pécheurs. Et surtout ayant traversé l'histoire politique du Togo, vous devez nous appeler pour dire ah mes enfants, c'est ceci, mais là il faut que au moins une partie de cette revendication-là soit satisfaite. Maintenant vous venez publiquement et avec le ton. Moi j'ai écouté le ton sur RFI, mais quand vous écoutez le ton, tout ça, mais ça va braquer l'autre partie. L'autre partie ne va plus avoir confiance en vous. C'est pas un ton de déception face à son souhait de voir le Togo aller de l'avant, vous pouvez être déçu, mais il faut que vous soyez sage. Vous ayez de la méthode jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez être déçu. Du moment où vous avez toujours cette posture de prélat, vous devez avoir de la méthode dans vos démarches. Sinon, l'autre camp n'aura plus confiance en vous. Même si ce que vous dites est réel, même si ce que vous dites, il y a une part de vérité dedans, mais il faut rassurer l'autre. Mais que les gens sachent ceci. Dieu fait briller le soleil pour les bons et pour les méchants. Mais qui lui dit que dans l'autre camp, il n'y a pas de chrétiens? Qui lui dit que dans l'autre camp, il n'y a pas de gens qui jeûnent, qui prient le bon Dieu? Mais qui lui dit que l'autre camp, c'est le diable? Qui lui dit que l'autre camp, c'est l'ange? Non. Dieu fait briller le soleil pour les bons et les méchants. Écoutez, Jésus, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu peut-être beaucoup plus pour ceux-là qui pêchent. Moi, je serai à la place de Monseigneur Poudjoro. Et en tant qu'autorité morale, en tant qu'une grande autorité spirituelle qui a eu à faire beaucoup pour ce pays, j'appellerai juste les deux parties à planir leurs divergences et à s'accorder sur l'essentiel, l'intérêt général. L'autre chose, ce qu'il dit, les anciens chefs d'État ont pactisé avec les... Je vous le cite, comme pour confirmer cette hypothèse, des rumeurs concordantes de diverses sources stipulent que notre pays, dit donc Monseigneur Poudjoro, notre pays, le Togo, aurait été soumis à des démons depuis la période de la lutte pour son indépendance par Sylvanus Olympio. Ces rumeurs persistantes estiment que des cérémonies idolâtres avec des sacrifices humains se sont périodiquement poursuivis au sommet de l'État au temps de Gruniski jusqu'à atteindre leur paroxysme sous le président Eyadema. Je dis rumeurs par euphémisme. Cependant, il s'agit d'informations venant de sources dignes de foi dont certains rapporteurs sont encore vivants et s'estiment témoins. Voilà la déclaration. Monsieur Goka. L'extrait de la déclaration de Monseigneur Philippe Fanoko Poudjoro sur cet aspect. Vous savez, le monde, c'est pour les esprits. Le monde, c'est pour les esprits. Il y a deux grands esprits dans ce monde. Il y a Dieu et le diable. Il y a le bien et le mal. Et il y a le bien et le mal. Vous savez, un pays, c'est quelque chose de profond et un pouvoir, c'est quelque chose de profond. Quand vous êtes autorité morale, il y a des choses qui se disent jamais publiquement. Il y a des choses qui se disent jamais publiquement. Parce qu'il y a des choses profondes, quand on les fait, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces informations-là. Quand vous avez ces genres d'informations, la première démarche que vous devriez avoir, c'est d'aller voir les plus hautes autorités de ce pays-là et en discuter. Et dire peut-être qu'il y a des erreurs. Ce qui nous arrive a une origine spirituelle. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Mais quand vous venez... Il a dit dans sa déclaration qu'il a fait quand même des voyages de prière pour prier. Oui, vous faites oui, mais là, vous devez aller rencontrer les autorités. Et s'il y a des pas spirituels à mener, vous les faites. Mais vous ne pouvez pas dire sur les antennes, publiquement devant la presse, qu'il y a des choses, des sacrifices qui ont été faits. Non, ça choque. Et puis, ce n'est pas bien pour le pays. Il y a des choses... Mais écoutez,
dans tous les pouvoirs. Mais allez demander comment les pouvoirs se consomment dans les autres pays. Merci à vous, Firmet Eko Agbo. Merci d'avoir accepté donc débattre de tous ces sujets de l'actualité sociopolitique du pays avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Goka et Eli Goka. Merci, c'est un honneur. Merci à la rédaction Métropolis, à votre technicien qui nous fait des signes de main et qui veut passer à autre chose rapide. Merci à tous ceux qui nous écoutent vendredi prochain. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé Park tout à l'heure. Merci à Rapide Début pour l'assistance technique au micro. Eli Goka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce de Dieu.